Ça y est, Porto Brequela. Les grandes retrouvailles de la jeunesse, c'est à Porto Novo. Une seule date, samedi 13 décembre 2025, de 15h15 à 23h15. Lieu de ralliement, en plein air dans la cour de la CNSS. Pique-nique, réseautage, opportunités diverses, espace promo et autopromo, divertissement, jeux, animation DJ, interprétation live, prestations d'artistes de renom, le tout dans un décor sobre. Passe d'entrée unique, 10 000 francs CFA. Dress code, tenue relax, de préférence haut blanc pour les hommes et rose pour les dames. Alors tu es jeune, rate pas ça surtout, stop tout. Feel the magic in the air, levez les mains en l'air. Prends une pause et viens passer d'agréables et d'enrichissants moments avec nous dans la ville capitale. C'est sans distinction de nationalité, de religion, de sexe et de situation professionnelle. Infoline 01 46 31 31 37 ou encore 01 49 04 04 04. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien dans votre émission matinale, le meilleur réveil sur Guérita TV Monde. Merci de nous retrouver une fois de plus pour la suite de l'aventure. À suivre donc dans quelques instants la toute première rubrique avec Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Kouinou et bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. La revue des titres avec vous. C'est ça et ce matin nous démarrons avec une nouvelle expression qui affiche en sa manchette. Rouillé vers l'asphalte en 2026 au Bénin, quand les routes pavent-elles le chemin de la prospérité, s'interroge le canard. L'événement précis, Jacques Ayadi, suite à la validation des candidatures aux législatives 2026. C'est une étape importante pour Moël Bénin dans sa marche méthodique. UPR, FCBE, BR et LD sont les 4 autres partis définitivement retenus. Le Soleil Bénin Info nous apprend, autorisé par la Sénat à participer aux législatives 2026, l'opposition se remobilise et pas à l'assaut des 24 circonscriptions électorales. L'investigateur nous affiche une note éducative. Examen national de licence 2025. HECM confirme son excellence au plan académique. Le Patriote, liste des démocrates aux législatives, des absents qui interpellent selon le canard. Kini, affrètement spécial de vol Paris-Cotonou. Le gouvernement facilite les vols de fin d'année. L'enquêteur, appel du président du parti Les Libéraux, Richard Bonioro apporte son soutien à Wadaï. Quotidien Le Meilleur, pour des élections générales 2026 pacifiques, le président de la Cour constitutionnelle, professeur Dorothée Sosa, échange avec la plateforme électorale des OSC. Visa Info à présent, législative 2026 au Bénin, ça se corse pour les partis en lice. Fraternité en sa manchette affiche, liste du parti Les Démocrates aux législatives du 11 janvier 2026, 19 députés reconduits, 3 figures emblématiques absentes. Le matinal à présent, 20% pour lever des sièges aux législatives du 11 janvier 2026, les démocrates face à un défi essentiel. Nous passons à présent à la boussole. Tête de liste Moël Bénin pour la législative 2026, Ousmane Traoré pour rebattre les cartes dans la 8e circonscription électorale. Les 4 vérités à présent reçues à l'ambassade du Bénin à Paris ce mardi. Hassen Yaovi, très attaché à l'essor du football au Bénin. Matin libre affiche en sa manchette, législative 2026 au Bénin, panorama des forces politiques en présence.
Le potentiel pour finir avec la une des journaux ce matin, visé par plusieurs plaintes dans la gestion de la carte d'Agbotagon, Alphonse Ngbandan, le candidat démocrate aux législatives, en garde à vue. Et voilà, mesdames et messieurs, nous mettons à présent les 2 pieds joints dans le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce bulletin d'information par une brève politique. Alphonse Ngbandan, candidat du Parti Les Démocrates aux législatives du 11 janvier 2026, a été interpellé dimanche 30 novembre et est actuellement gardé à vue à la brigade économique et financière. Le 5e titulaire du parti LD dans la 5e circonscription électorale regroupant Alada, Pomasset, Fouida et Toribosito a été arrêté avec l'un de ses proches. Il est entendu dans le cadre de plusieurs procédures en cours selon des sources concordantes. Selon les 4 vérités, l'affaire prend racine dans sa gestion de la coopérative agricole rurale d'Agbotagon dont il est le président. Des membres de la coopérative l'accusent d'avoir administré la structure de manière solitaire et opaque. Plusieurs plaintes ont été déposées à ce sujet. Nous parlons amour dans ce bulletin d'information. Au sein de leur amourette, certains partenaires privilégient la confiance et la véracité pour solidifier leur relation. Cependant, est-il un choix judiciaire qui va aider plutôt que détruire celle-ci? Des citoyens lambda se sont prononcés sur cette question au micro-trottoir réalisé par Christelle Botokou et Stéphane Akibé. Moi, je ne peux pas tout dire à ma femme. Avec les confidences, la relation peut ne plus avancer. Si on te gifle au dehors, tu ne pourras pas le dire à la maison. Non, ce n'est pas bon de dire tout à la femme. Parce que vraiment, quand tu dis tout là, la femme va se déclencher. Elle va se fâcher que peut-être tu avais une copine et c'est sa copine. Et tu l'as abandonné et marié sa copine. Vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas tout dire. C'est au mari de demander comment les choses se sont passées avec mon ex. Ce que je vais lui expliquer à cœur ouvert. Moi, j'ai tout dit à mon mari actuel et on s'est compris. Je lui ai révélé pour moi. À mon côté, je ne peux pas tout dire. Je n'ai jamais fait ça. Les anciens débats, c'est pas bien de le faire. Elle va continuer à t'insulter ou bien à dire que c'est comme ça que tu as fait avec telle personne et c'est la même chose qui se répète maintenant. Donc il ne faut jamais dire ce qui s'est passé avec la première femme à sa nouvelle conjointe. Direction Abomey-Calavi à présent. L'université d'Abomey-Calavi a été le théâtre d'un incident grave impliquant un étudiant et un garçon âgé de 8 ans. Selon les informations relayées par le journal Le Héros, l'enfant présenté comme un jeune mendiant fréquentant régulièrement les abords du campus aurait été approché par l'étudiant avant que les faits présumés violents ne se produisent. Des usagers présents sur les lieux affirment être intervenus rapidement, ce qui a permis d'interrompre l'acte reproché. L'étudiant a ensuite été conduit au rectorat où il a été retenu le temps que les premières vérifications soient effectuées par le service de sécurité interne. L'enfant a signalé avoir subi des violences, ce qui a conduit à l'ouverture immédiate d'une procédure. Informés par les agents de sécurité du campus, les policiers du commissariat de Calavi-Zouka se sont rendus sur place pour prendre en charge le suspect et poursuivre les investigations. L'affaire a été transmise aux autorités compétentes afin de déterminer les responsabilités et de garantir la protection de la victime présumée. Les informations hors de nos frontières à présent. En RDC, de violents affrontements ont éclaté très tôt ce mardi dans les territoires de Walungu et du Vira dans le sud Kivu. Ils opposent les rebelles de l'AFC M23 aux forces armées congolaises. Selon des sources locales, les hostilités ont commencé peu après 5 heures du matin et se sont rapidement étendues dans plusieurs localités de la plaine
Rouzizi. Les détails dans ce condensé. À Kamayola, Katogota et Kaziba, toutes les activités sont paralysées. La société civile signale des détonations d'armes lourdes et légères ainsi que des maisons incendiées dans le groupement de Boutouzi, notamment à Ngando et Mouyouba. Des blessés sont signalés à Kanyambo. Ces affrontements interviennent après un renforcement des positions de l'AFC M23 observé depuis dimanche. Cette reprise des hostilités survient à quelques jours de la signature finale de l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda. Kigali, accusé de soutenir l'AFC M23, continue de nier toute implication. Au Cameroun, la mort en détention de l'opposant Anissé Ekan continue de provoquer une forte émotion. À Yaoundé, sa famille refuse l'autopsie programmée par les autorités, estimant la démarche précipitée et non concertée. Le corps de l'opposant décédé lundi matin se trouve toujours à la morgue de l'hôpital central. Ses proches dénoncent une procédure menée par les mêmes services qui avaient la responsabilité de sa détention. Selon l'un de ses avocats, la famille réclame une autopsie contradictoire confiée à des médecins indépendants afin d'établir clairement les causes du décès. Arrêté le 24 octobre, Anissé Ekan, 72 ans, souffrait d'insuffisance respiratoire. Ses avocats avaient alerté à plusieurs reprises sur la dégradation de son état de santé. Depuis l'annonce de son décès, les réactions se multiplient au sein de l'opposition. Le MR évoque une sentence politique préméditée et pointe la responsabilité du secrétaire d'État à la Défense où l'opposant était retenu. Son parti, l'UPC Manidem, va plus loin et parle de crime d'État, affirmant qu'il avait été privé d'oxygène et de soins spécialisés pendant plusieurs jours. De son côté, le gouvernement assure qu'il a reçu une prise en charge médicale appropriée et appelle à la retenue. Face à la colère et aux interrogations, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme demandent désormais une enquête indépendante. Pour beaucoup, seule la transparence permettra d'apaiser les tensions autour de la disparition d'une figure politique respectée, engagée depuis des décennies. Dans la note sportive de ce bulletin d'information, sachez tout simplement, mesdames et messieurs, le sélectionneur béninois a levé le voile ce mercredi 3 décembre 2025 sur la liste des guépards retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Une trentaine de joueurs composent le groupe avec une majorité d'habitués de la sélection nationale. Plusieurs éléments vont toutefois découvrir la CAN pour la première fois. Malgré des frayeurs liées à des blessures récentes, certains joueurs figurent bien dans l'effectif. C'est le cas par exemple de Andreas Ntonji. Ainsi, 30 joueurs seront du voyage pour le Maroc afin de pallier à toute surprise. Dans une interview accordée à Megasport, le sélectionneur évoque les défis de cette CAN et les enjeux des matchs, surtout la rencontre du Bénin et du Sénégal. Suivons-le au micro de nos confrères de Megasport. Depuis toujours, dans mon groupe, je retrouve une grande solidarité. Ça, c'est le moment de la montrer. C'est qu'il y en a 5 qui ne sont pas là, non des moindres, et puis il faudra les remplacer. Donc, on va le faire collectivement avec la combativité nécessaire et indispensable. Peut-être que l'adversaire va croire que ça sera plus facile contre nous, mais je pense qu'on aura un bon groupe, bien déterminé, bien préparé, bien agressif dans le bon sens du terme, qui va vouloir faire face à cette équipe de la RDC qui est évidemment favorite. Dans notre groupe, il y a 2 équipes qui vont faire le mondial avec le Sénégal et la RDC. Donc c'est un groupe difficile, on le sait, mais cette particularité en plus de rater le premier match, je pense que les 5 qui vont rentrer pour remplacer les titulaires suspendus, ils vont être très très motivés avec tout le groupe, même ceux qui sont sur le banc. Oui, on retrouve dans cette décision de la CAF de suspendre 5 de nos joueurs une certaine injustice, puisqu'il y a un article qui dit que les cartons jaunes distribués dans les éliminatoires ne comptent pas pour la phase finale. Et puis on voit quand même que ça a été prononcé, cette sanction est pour nous injuste, d'autant plus que ce sont 5 joueurs qui sont aussi, comme nous tous, victimes en Libye d'une grosse violence. On a subi des coups, on a été matraqués, même jusque dans le bus, dans le vestiaire, dans le tunnel, et se retrouver avec 5 suspendus. Des garçons en plus qui se sont beaucoup battus pour être qualifiés pour la CAN, qu'on prive de ce premier match,
C'est une injustice pour nous. On est vraiment très mécontents de ce jugement. Malheureusement, on l'a appris assez tard et le temps pour faire appel est trop court. Sinon, ça aurait valu le coup d'aller jusqu'au TAS pour faire une réclamation. Donc à partir de là, maintenant, il faut faire face. C'est pas la seule erreur de la CAF, je pense, puisque on n'a toujours pas la circulaire qui nous a dit dans ce workshop de mardi dernier que nous aurons une circulaire qui indiquera quand les clubs doivent relâcher leurs joueurs. Donc pour le moment, nous ne l'avons toujours pas et c'est très difficile de faire des stages de préparation sans savoir si les joueurs sont là ou pas. Depuis quelques jours, on sait qu'on aura droit à 28 joueurs qui sont pris en charge par la CAF pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, à partir du 18 décembre. Et maintenant, on sait aussi qu'il y a eu un budget de fait de la part du ministère qui est limité à 25. Donc pour le moment, nous avons fait déjà une liste de 50 présélectionnés, à l'intérieur de laquelle on doit puiser maintenant la dernière liste de ceux qui seront présents. Mais nous ferons déjà, et elle est faite depuis ce matin, une liste de 30 joueurs qui ira faire un stage au Maroc, à Ben Slimane, à partir du 10 décembre. Donc à l'intérieur de cette liste de 30, il y a 2 ou 3 garçons incertains, donc on risque de se retrouver à 28 ou à 27. Pour être sûr, avec les blessures qui peuvent éventuellement encore venir dans le dernier match de club, d'avoir au moins 26 ou 27 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier match, il y en aura 5 qui ne pourront pas figurer sur la feuille de match, donc tout le monde pourra être utile. Dans notre groupe, qui est un groupe très relevé en effet, il est indispensable de gagner un match pour pouvoir espérer de passer en 8e de finale. Ça c'est le premier objectif, c'est de sortir de ce groupe difficile et d'aller en 8e de finale. Pour cela, il faut 3 points. Les 3 points seraient souhaitables. Évidemment, dans le premier match, ça va être difficile, on le sait. Mais pourquoi pas. Dans le deuxième, là, je pense qu'on va vraiment tout mettre en œuvre pour le faire, même si le Botswana, qui se prépare d'ailleurs déjà depuis 10 jours, avec 33 joueurs, avec un stage composé de joueurs locaux. Leur équipe nationale est majoritairement composée de joueurs locaux, donc ils peuvent se préparer déjà depuis un moment. Ce ne sera pas simple non plus. Et puis le dernier match contre le Sénégal, on ne fait pas de complexe. S'il nous faut encore des points, on va essayer de le faire. On a réussi à accrocher le Sénégal ici il y a 2 ans et demi dans le dernier match au Stade de l'Amitié, avec un magnifique 1 partout. Et on a vu qu'on peut faire des matchs, même en match amical. On les a rencontrés en faisant un match très sérieux et un match qui a failli nous faire un bon résultat. Donc tout est possible dans ce groupe, qui est difficile, c'est vrai, mais on y croit. On veut sortir de là. De bien pouvoir faire la fête et de bien être présent pour soutenir nos guépards. Nous savons que ce sont aussi les fêtes de fin d'année. C'est la première fois qu'on oblige les joueurs et aussi les supporters d'être absents de leur famille et de faire cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc faisons ensemble la fête si possible avec des bons résultats. Ce que je peux vous promettre, c'est qu'ils vont se battre tous. Il n'y a personne qui va jouer, qui ne va pas mouiller son maillot. Donc ça, c'est une première condition pour laquelle je suis très exigeant. C'est vraiment d'être extrêmement combatif. Avec un fighting spirit, avec une bonne organisation, avec l'efficacité qui était la nôtre pendant plusieurs matchs, notamment pendant la période de Coupe du Monde, où on était à 2 doigts de la qualification, je pense qu'on aura des bonnes choses à faire. Et c'est ainsi que nous refermons ce bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt. Merci à vous, Fauzia Sefo, pour la livraison de toutes ces actualités. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous poursuivons cette émission. Voici donc la météo du jour.
Et je vous rappelle le débat d'idées sur les pollutions plastiques qui aura donc lieu ce jour, mercredi 3 décembre 2025 à partir de 18h00 à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Le projet Mission No Plastique, chers amis internautes, vise à réduire la pollution plastique au Bénin en sensibilisant et engageant au moins 180 personnes autour de solutions et alternatives durables. Mission No Plastique agit localement pour informer, mobiliser et impulser un véritable changement de comportement écologique. Chers amis internautes, je vous invite à rejoindre le mouvement ce soir à travers le débat d'idées sur les pollutions plastiques. C'est bel et bien à 18h00 à l'Institut français du Bénin à Cotonou et l'entrée, elle est gratuite. On se retrouve tout juste dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rubrique. Deux sujets à débattre ce matin avec nos débatteurs. Le premier sujet, législative de 2026, les partis politiques face au risque de 10% et de 20%. Deuxième sujet, politique au Bénin, début du septennat et la fin de débauchage en 2026. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'au terme de la phase du dépôt des candidatures pour les législatives du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat a autorisé les partis politiques, à savoir UPR, BR, Mouen Bénin, FCBE et LD à prendre part à la compétition. Mais au-delà de la pluralité des candidatures, la règle des 10% ou 20% doit être une préoccupation au sein des camps respectifs. Et pendant que les formations affûtent le plan, notre pays, le Bénin, s'apprête à entrer dans une nouvelle phase institutionnelle, c'est-à-dire le début du septennat présidentiel et l'annonce de la fin du débauchage dès 2026. Quel changement pour le paysage politique béninois? Mesdames et messieurs, on en parle dans votre rubrique interview matinale avec nos invités. 3 sont déjà en ligne. Fidèle Sénat Vaudounon, bonjour. Fidèle Sénat Vaudounon. En ligne, Serge Noukpo Aronsou, je crois qu'il est bel et bien avec nous. Serge Noukpo Aronsou, bien le bonjour. Bonjour Latifa, bonjour à tous les auditeurs de Guérit TV, de Guérit Radio. Je salue tout le monde et je suis là. Je rappelle que vous êtes du membre du parti Mouel Bénin et l'un des porte-parole de la formation politique. Gildas Agboton, politologue, il est au rendez-vous. Gildas Agboton, bien le bonjour. Bonjour Madame Latifat, bonjour à tous. Et je repasse mes civilités à Fidèle Sénan Vaudounon, directeur de publication du quotidien L'Express. Fidèle Sénan Vaudounon, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat, bonjour à tous les amis sur le plateau. Alors Fidèle Sénan Vaudounon, je commence par vous. Ils sont officiellement 5 à participer aux législatives. D'autres partis, grâce aux accords parlementaires, bénéficient d'une flexibilité politique conformément au code électoral, mais ils ne sont pas pour autant épargnés du risque d'élimination. Fidèle Sénan Vaudounon. Oui, nous sommes en plein dans une, on va pas dire révolution, dans une mutation politique dans notre pays et nous acheminons en même temps vers l'expérimentation, j'allais dire inédite, d'une réalité politique à l'aune donc des élections de 2026 en l'occurrence, et ça c'est ce qui vous intéresse, les législatives de 2026. Et donc sur ce plan, je crois que toutes les analyses ont montré de façon claire, me semble-t-il,
La difficulté, je ne voudrais pas être très péremptoire pour dire l'impossibilité, mais la difficulté pour un parti à lui seul de s'assurer justement de remplir les conditions de 20% et puis de 10% comme vous le dites. Et je pense que la clarification s'impose pour montrer que quand on prend les partis les plus grands aujourd'hui dans notre pays, en l'occurrence le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, il n'est pas évident déjà pour ces partis de s'assurer donc de ces 20%. Je crois que le chef de l'État lui-même, chef de la majorité par ailleurs, l'a dit clairement qu'il ne voit pas le parti qui pourrait à lui seul s'assurer donc de passer les mailles de ces pourcentages-là. Ce qui explique forcément les accords auxquels on a assisté ces dernières semaines et ces derniers jours, pour dire que nous sommes en plein dans la dynamique de la réforme du système partisan, qui voudrait que nous soyons de grands ensembles politiques pour gérer justement les affaires politiques dans notre pays. Donc, j'estime pour ma part que pour les partis qui ont eu la présence d'esprit, qui ont eu la clairvoyance de se retrouver en accord de gouvernance parlementaire, ces partis, ils ont été quand même assez perspicaces, me semble-t-il, quand on sait que l'électorat reste ce qu'il est et qui, aussi bien au plan arithmétique que géométrique, si je peux me le dire ainsi, ce n'est pas évident ces accords-là. Même avec... J'estime pour ma part qu'il faut pas compter sur ces accords, sinon il me semble véritablement seul, justement, se mettre ensemble à un moment où on donne des décomptes. Alors, Serge, nous avançons, votre parti, Mouel Bénin, a signé des accords de coalition parlementaire avec la FCBE, et si ma mémoire est bonne, avec l'UPR et DR. Avec tous ces accords, Serge, nous avancer. Pensez-vous être à l'abri d'une élimination? Non, écoutez, pas forcément, pas forcément parce que il y a la contrainte. La contrainte s'impose à tout le monde. La contrainte s'impose à tout le monde et il va falloir travailler. Il va falloir travailler et on est béni dans cette logique. Vous savez, le chat échaudé craint le froid. Nous, on a été déjà victimes de, même si, bon, c'était pas un grand score, mais on les 10%, donc nous avons clairement une idée de ce que cette contrainte de 10% devrait être levée pour qu'on prenne en considération nos scores dans les différentes circonscriptions électorales. Et c'est dans cette optique que nous travaillons, nous organisons pour aller à ces élections-là. Je suis d'accord quand on dit rien n'est gagné d'avance, c'est comme ça. Rien n'est gagné d'avance. Chacun devra travailler. Nous irons vers les Béninois, nous irons vers le jeu, leur parler, tout dépendant des éléments de langage. Vous savez, moi, le Bénin n'est pas dans la logique de donner du riz, de donner du gari, de l'argent aux électeurs pour faire le choix. Moi, le Bénin va continuer à vendre son projet de législature, à parler aux Béninois, à apprécier leur implication et à leur dire clairement ce qu'ils proposent pour le Bénin. Surtout que, et comme l'a dit votre confrère tout à l'heure, nous sommes dans une période de migration, de mutation politique. Et du coup, beaucoup de choses vont changer les jours et les années à venir. Voilà ce que je peux dire dans cette première prise de parole. Alors, c'est nous avançons en 2023 et on vous a quand même vu vendre les idéologies du parti, ce qui n'a pas porté ses fruits au lendemain des résultats, ce qui n'a pas été possible en 2023. Comment cela pourrait l'être en 2026, Serge Nukwa-Ronso? Non, je ne vous le fais pas dire. Vous savez, nous avons fait un bilan de notre participation aux élections législatives du 8 janvier 2023. Et je pense, entre autres raisons, nous n'avons pas eu assez de temps pour rencontrer nos compatriotes, notamment les jeunes, pour leur présenter le projet de législature du parti Mouel Bénin. Et je pense que maintenant nous nous sommes préparés
préparé comme il se doit. Nous avons fait des listes en conséquence et aujourd'hui, nous sommes aguerris, nous sommes prêts pour aller porter ce projet de législature à nos compatriotes, à nos concitoyens. Et donc, nous sommes convaincus, nous sommes engagés à faire ce travail-là et à montrer aux Béninois que c'est dans la confrontation des idées que nous allons choisir les meilleurs d'entre nous pour présider aux destinées de notre Parlement pour les 7 années à venir. Serge Noupo Awansou, avant de passer à Judas Agboton, hein, vous avez le temps nécessaire pour convaincre désormais l'électorat. Mais vous qualifiez aussi les 10% et 20% comme étant une contrainte. Pourtant, vous n'avez pas à soutenir la révision du code électoral au moment nécessaire. Vous savez, la révision ne se passe pas dans les médias, dans les écrits, non, c'est à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale et ceux qui prennent les lois jusqu'à date n'ont pas lancé une quelconque révision du code électoral. Tout ce qui se faisait, c'est une sorte de pression. Moi, le Bénin n'est pas dans cette logique. Moi, le Bénin est un parti républicain et quand, excusez-moi, les textes de la République sont adoptés et promulgués, eh bien, ils s'imposent à tout le monde. Moi, le Bénin est beaucoup plus dans cette logique. Et même pour ceux que vous appelez un grand parti politique, je répète encore et je le dis avec beaucoup de force, la contrainte 10% va s'imposer à tout le monde. Et nous sommes tous dedans, nous sommes dans la même barque. Voilà ce que je peux vous dire. Judas Agboton, vous êtes avec nous. Pendant que d'autres ont réduit le risque d'élimination en se lançant dans une quête de 10% par circonscription électorale, les démocrates sont face au plus grand défi de 20%. Et ils sont certes dans la course, mais pourront-ils relever le défi des 20% dans chaque circonscription? Oui, mais avant d'opiner sur la capacité des démocrates à relever ce défi-là, permettez d'abord que l'on fasse le débat du réel, parce que ce dont il s'agit ici, c'est un débat du réel. Il ne faut pas qu'on fasse un débat de l'abstrait, tel que nous avons l'habitude de le faire là. Et Madame Bonatifat, vous savez, qu'est-ce qui nous conduit à cela? C'est une vision, et une vision pas du constat, donc des faits. À un moment donné dans notre pays, nous nous sommes dit qu'il y a un éclatement dans l'espace politique. Donc il faut aller à la rationalisation. Donc il faut assainir le paysage politique, le paysage et partisan donc, de notre pays. Cela conduit à une, disons, relecture du code électoral en 2019, je crois, ou un peu avant. Mais ça, avec cette relecture, nous nous sommes retrouvés, n'est-ce pas, parce que c'était dit en son temps qu'il fallait 10% au plan de suffrage, d'accord, au plan national. Oui. Et donc nous nous sommes retrouvés avec 2 ou 3 partis politiques ou plus à l'Assemblée nationale. Mais dites-moi, est-ce qu'avec de 200, 300, ou bien même de 10 partis qui se représentaient, qui se retrouvaient à l'Assemblée nationale, qu'on se retrouve à 2 ou 3 partis, est-ce que nous ne sommes pas là à une nationalisation du paysage politique? 2 ou 3 partis politiques. Il n'en avait pas plus que ça. Et c'est de là que des gens ont trouvé encore que les 10% au plan national qui font maintenant éclater et demander que chaque parti politique fasse l'effort d'aller à 20% au niveau de chaque circonscription électorale. Et ceux qui le disent, c'est eux-mêmes qui viennent pour nous dire qu'ils sont bien conscients, c'est-à-dire que on se crée un problème artificiel et on se dit je suis bien conscient, c'est-à-dire j'ai déjà pour la solution, puisqu'avec les 2-3 partis politiques à l'Assemblée nationale, on considère que nous sommes dans une marche. Et lorsque vous voulez faire des réformes politiques pour aboutir à des choses, ça ne se fait pas en 2, 3, 10 ans. C'est sur au moins 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et vous avez maintenant l'homogénéité donc de ce que vous voulez. Mais on a amorcé cette marche
Et déjà, même au début, les gens estiment que non, que 10% au niveau national, que ça ne suffisait plus, mais qu'il faut demander maintenant à chaque parti politique d'obtenir 20%. Et même là encore, c'est qu'ils n'ont même pas pu le choix de dire, bon, nous avons fait 4 circonscriptions électorales, par exemple, pour le cas des élections législatives, et qu'il faut même réduire pour dire c'est 3 quarts, non, c'est 2 tiers. Par exemple, on dit que dans toutes les circonscriptions électorales, il faut avoir 20%. Et il revient pour dire, nous sommes bien conscients qu'aucun parti politique ne peut l'avoir. Maintenant, quelle est cette logique d'avoir fait quelque chose, d'avoir un début de résultat, il y a eu la solution de dire non, je laisse cette solution, je crée un peuple artificiel, mais en sachant très bien que je ne suis pas bon laquelle, mais il faut quand même le créer pour dire bon, ayons ce problème-là devant nous pour dans la gestion du pays. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et donc, et des sachants l'ont démontré que nulle part au monde, on n'a jamais même eu un taux de 10%. Et là, maintenant, on l'amène à 20%. Et dans chaque circonscription, encore, cela demande au-delà. Mais là, dans la foulée, pour les élections, effectivement, nous avons eu des partis politiques qui ont fait des accords de législature. Pour ces partis politiques-là, c'est que ils ont essayé donc de réduire le risque. Mais, écoutez, pourquoi est-ce que c'est-à-dire dans la volonté d'un groupe politique et d'animer la vie politique au Bénin ici, il faut que forcément à un moment donné cette volonté-là soit restreinte et qu'on lui demande forcément vous devez faire avec d'autres pour pouvoir vous représenter à l'Assemblée nationale. Donc, quelle est la logique qui sous-tend cela? Moi, je n'en vois pas. Mais là, maintenant, effectivement, avec les partis qui l'ont déjà fait, ils ont réduit le risque. Les démocrates, eux, ils se retrouvent seuls, ils vont à l'élection présidentielle, c'est pour répondre à votre question. Ils l'ont fait savoir et ils ont dit qu'ils ne souhaitent pas, qu'ils n'ont pas voulu avoir donc d'accord de gouvernance. Donc, ils vont seuls. Le 11 janvier, il y aura les élections. Mais ils comptent certainement sur l'électorat et ils disent qu'ils pourront à eux seuls relever le défi. On verra très bien si les démocrates seront en mesure de le relever. C'est vrai que quand on tient compte de cette infraction et de l'ambiance et de la atmosphère dans le pays, on pourrait bien se dire que oui, qu'ils pourraient l'avoir, mais il ne faut pas aussi oublier que pourrait toujours avoir un petit quelque part, quelque chose qui ne marche pas peut-être dans une circonscription électorale pour eux, et que du coup, ça va leur manquer quelques voix dans cette circonscription-là pour atteindre les 20%, et partant, donc on leur dira, mais que vous n'avez pas eu 20% dans une seule circonscription sur 24, et le résultat pour eux sera quoi? La liste a bien concouru. Quand vous avez fait le point, donc les pays-là qui ont voté pour eux, ça va peut-être faire le double type donc de tous les partis qui ont fait ensemble accord de gouvernance, mais eux, ils ne pourront pas se retrouver à l'Assemblée, et c'est les autres qui vont se retrouver à l'Assemblée. Et de cette façon, on dit que nous sommes dans un génie politique béninois qui nous permet donc d'avancer, et que c'est ça qu'on appelle une mutation dans un pays politique. Donc vous voyez vraiment que nous sommes. Il y avait quand même une possibilité pour le parti de l'opposition, Gilda Sagoton. Le problème n'est même pas un problème d'affaissement moral, c'est même d'abord intellectuel. C'est-à-dire que vous posez la question de savoir comment est-ce que des gens peuvent se retrouver à réfléchir à propos des solutions comme telles dans un pays aujourd'hui comme Bénin en 2025 pour dire que c'est ça une modernité, c'est ça bon. Gilda Sagoton, ce qui est sûr, la loi, elle s'impose, le code s'impose à tous les partis, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires. Le code s'impose à eux tous et à chacun de tirer son épingle du jeu à sa manière. Jusqu'à l'heure où nous sommes, alors que tout le monde, on a eu affaire, même au sein de la mouvement, vous avez entendu par exemple un membre de Mouel qui l'a dit, même au sein de la mouvance, il y a eu un moment de débat, je n'étais pas d'accord avec cette lecture-là. Mais maintenant, ça s'impose à tout le monde parce qu'à l'heure où on parle encore, le code n'a pas été révisé. Donc c'est sur la base de cette loi-là que nous allons aux élections. C'est sur la base de cette loi que nous sommes en train d'aller aux élections. Donc ça s'impose à tout le monde. Mais quand on dit que ça s'impose à tout le monde, vous êtes d'accord avec moi que oui, qu'il y a un parti, même si c'est de son propre vouloir, qui veut aller confronter avec tout le risque que cela fait, et donc, c'est qu'il y a d'autres partis
pour lesquels le risque est un peu moins parce qu'ils ont déjà accepté en allant à un accord qui réduit en réalité le seuil de 20% à un minimum. Donc, c'est pour eux. Donc, c'est de ça que je dis. Donc, eux-mêmes, ils ont été obligés peut-être à un moment donné de le faire. Mais est-ce que, alors que même là, les réflexions montrent qu'il y a quelque chose de vraiment anormal, puisque en réalité, quand on tient compte de ce qui se passe sur notre planète-là, on se rend compte que c'est lorsque les partis vont en alliance que le seuil de représentativité qu'on leur impose est relevé. C'est-à-dire que si on disait 10% par circonscription, lorsque vous décidez d'aller maintenant en coalition, ça doit être de 20%, de 30%. C'est comme ça que cela se passe. Mais nous, on a choisi totalement le contraire. Merci à vous. Jidas Agboton, merci. Fidèle Sénat Vaudounan pour Jidas Agboton. Même avec le seuil de 10% que les partis en accord doivent recueillir pendant cette élection, il serait quand même possible pour un vu l'expérience de 2023. Oui, j'ai écouté Michel Bouton avec beaucoup d'intérêt. Ça m'a quand même fait quelque peu mal qu'il finisse son argumentaire par une sorte de bulle, de contradiction. C'est bien dommage. Parce que la question, elle n'est pas du tout virtuelle. Hein. La loi, elle est votée, elle est promulguée. Et je crois qu'il ne doit pas échapper que c'est donc justement sur la base de ce code électoral que les élections vont se dérouler. Étant entendu par ailleurs qu'il n'était pas envisageable de réviser donc le code à moins de 6 mois des élections, selon les accords régionaux. Cela dit, la question en fait relève d'une logique assez terre à terre pour mon entendement. Parce que ça, M. Mansour l'a dit tout à l'heure, elle s'impose, la loi, elle s'impose à tout le monde. La question fondamentale, c'est justement que le principe soit le même pour tout le monde. Donc, ce principe-là n'est pas discriminatoire. Et ça fait même l'essence de la loi. Le problème ne se pose donc pas à ce niveau. La question maintenant, c'est de savoir quelle est la pertinence. Si on s'aligne justement sur la vision qui a mené justement à la réforme du système partisan, la pertinence, eh bien, se dégage sur ce front-là par rapport à la nécessité de donner un ancrage totalement national à nos formations politiques, de sorte qu'on puisse finir définitivement avec les partis de X, Y qu'on sait très bien ancrés dans Porto Novo région, les partis de Y, Z qui sont bien connus dans le grand nord du pays, de sorte que dans tous les cas, quand on prend une formation politique, sa représentativité nationale doit pouvoir être établie. Et cela a quand même servi, me semble-t-il, quand même d'éléments motivateurs pour beaucoup. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le parti de Mme Claudine Prudencio, par exemple, qui certainement, à la réalité, a dû quand même se fondre dans la masse. Et ça, ce n'est pas pour moi une faiblesse, c'est mourir un peu pour renaître plus grand dans tous les cas. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est de pouvoir continuer à animer la vie politique. Est-ce qu'on anime la vie politique pour soi ou bien on l'anime pour les populations, on l'anime pour un idéal? C'est là où il faut maintenant opérer le choix. Donc, le principe de 20% et de 10% s'impose à tout le monde. Et au même moment que ça permet de régler le problème donc des partis réduits à tel champ géographique ou à tel autre, ça permet en même temps une forme de raffermissement du débat politique dans notre pays, de façon à ce que, eh bien, les gens puissent se mettre dans de grands ensembles. Et ces grands ensembles, me semble-t-il, ne sont pas formés par des Ougandais ou je ne sais pas, ou des Marocains. C'est des Béninois qui sont au sein de cet ensemble-là. Comme Bénin signe un accord avec le bloc républicain, je ne vois pas quel est le problème à ce niveau. Alors, si, par exemple, comme semble s'en défendre particulièrement, c'est M. Agboton, hein, oui. Eh bien, si le démocrate a choisi de faire cavalier solidaire, c'est aussi libre à ce parti-là. Mais j'attire une fois de plus l'attention du parti et de cet ensemble sur ce que j'ai souvent dit sur ce plateau, qui est que le plus grand parti d'opposition qu'on nous a vendu tout le temps n'a pas été capable, face justement à la réalité de nos sorties, même la moitié des députés à l'Assemblée nationale, pour ce mandat qui est en train de finir là, par exemple. Et puis encore, on attendait au fil donc des réclamations, des recours, eh bien qu'on puisse assister à, je sais pas, des
gagné des dizaines de sièges, mais il n'en a rien été. Alors, il y a quand même de ces indicateurs-là sur lesquels on n'a pas besoin d'être érudit pour se rendre compte que l'ancrage national reste encore un défi entier pour un parti, par exemple, comme les démocrates qui se réclament le parti du peuple. Et vous avez vu quand même les chiffres dans ces différentes circonscriptions à cette élection de 2023. Donc, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que la logique qui voudrait que les partis se mettent ensemble, la logique qui voudrait que cet ancrage national, eh bien, cette logique me semble quand même assez pertinente. Parce que tout simplement, le constat est fait et établi que seul un parti ne pourrait pas s'en sortir. Et je dis, c'est tant mieux, parce que ça nous permet de régler un double problème, aussi bien celui de l'ancrage territorial que l'on souhaite pour nos partis politiques, mais ça permet justement, eh bien, de fondre plusieurs enfants de ce pays dans un débat politique encore plus enrichi dans tous les cas. Donc, je ne vois pas où se trouve le problème, et je vois même que, à mon sens, que ça projetait quand même déjà une certaine vision du Bénin politique, qui est justement que on puisse aller pour une fois vers l'idéal développement. Parce que ce que les gens semblent mettre de côté, selon moi, c'est que quand on anime la vie politique, ce n'est pas seulement pour faire le débat et ça s'arrête là. Ce n'est pas seulement pour vitrioler un gouvernement et ça s'arrête là. Il faut pouvoir justement proposer des solutions. Il faut pouvoir permettre justement au pays de tirer vraiment profit de la matière grise qui constitue ces formations politiques. Et là, nous y sommes. Donc, nous allons vers justement ces grands ensembles pour qu'on ait encore plus de la matière grise consacrée au développement de ce pays. Mais j'ai comme l'impression qu'il y en a qui sont encore très attachés à la politique politicienne. On va beaucoup parler français et puis on va rester là, on ne va pas bouger. Non, je pense que c'est une réforme à saluer et au bilan, on pourrait toujours réajuster. Mais de dire tout de suite qu'il n'en est rien, j'ai comme l'impression qu'on est toujours en train de pleurer sur le lait renversé, alors même qu'il n'y a pas possibilité de récupérer le lait. Il faut avancer. Alors, Serge Noupo, à Wansou, vous avez préféré vous mettre en accord plutôt que d'agir comme le parti Renaissance nationale. À ce qui paraît, vous êtes plutôt en mode suivi, Serge Noupo à Wansou. Est-ce que vous avez vraiment d'ancrage national sur le territoire? D'ancrage national du moins ça? Écoutez, je n'ai pas bien suivi la première question, mais je dis aujourd'hui, effectivement, un parti politique, d'ailleurs, quand vous avez le récépissé de mise en place d'un parti politique, vous avez d'abord d'ancrage national. Vous avez d'ancrage national. Vous disposez de dossiers comment on les appelle, des membres fondateurs de partis politiques un peu partout sur le territoire national. Mieux, vous travaillez à choisir vos représentants un peu partout, notamment en ce qui concerne les élections. Je veux parler des élections communales et des élections législatives. Et donc, vous avez forcément une sorte d'ancrage, disons, national, mais vous travaillez tous les jours à rallier à votre cause le plus grand nombre. Vous travaillez tous les jours à rallier à votre cause le plus grand nombre, à parler de votre ligne directrice et à proposer un certain nombre de solutions dans ce qui se fait pour notre pays. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et M. Fidel a déjà dit quand même une bonne partie de ma réaction sur ce qui pourrait être ma réaction, bien sûr, sur le développement de notre frère Abouton. Moi, je pense que il va falloir avancer. Nous ne sommes plus à l'étape d'analyse. La loi est là. Moi, le Bénin, pour en revenir là, a surfé sur les dispositions, bien sûr, du code électoral, a signé un accord de gouvernance ou des accords de gouvernance pour quand même se mettre un peu à l'abri. Comme je l'ai dit, c'est une loi votée pour migrer. Elle s'impose à tout le monde. Elle s'impose à tous les partis politiques. Si le parti LD s'est dit, ou comme on l'appelle parti du peuple, s'est dit que c'est facile pour lui d'avoir
avoir les 20% dans les 24 circonscriptions électorales, on va pas les en vouloir. Le soir du 11 janvier 2026, nous allons apprécier. Mais la contrainte liée que présente le code électoral s'impose à tout le monde, à tous les partis politiques. Et nous allons tous travailler, nous irons vers les Béninois, nous allons leur parler. En tout cas, pour ce qui concerne Moël Bénin, notamment la jeunesse, nous allons travailler à éveiller davantage leur conscience. Parce que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons dit, parlant de mutation, nous allons maintenant vers des septennats. Donc, il va falloir faire un choix. Avant de l'arriver là, Serge Noupo, quand nous sommes dans l'une pour choisir nos représentants avant d'aborder à l'Assemblée nationale. C'est nous-mêmes qui les choisissons. Ils nous représentent. Ils nous représentent même s'ils ne sont pas à 100% nous-mêmes. C'est un choix, c'est des tests que nous nous sommes donnés et nous évoluons avec. Voilà ce que je peux vous dire, Madame Latifa. Serge Noupo Awansou, je rappelle quand même que vous êtes un ténor incontesté du parti Moël Bénin dans la 19e circonscription électorale et vous êtes absent à cette compétition et parlant bien des législatives. Oui. Parlant donc du développement du parti Moël Bénin, vous l'avez dit, Monsieur Fidèle, dans votre développement. C'est vrai, le parti Renaissance nationale s'est dit rapidement qu'il faut peut-être avoir une idée très claire de ses limites. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un choix. Mais Moël Bénin a décidé de continuer le chemin. Vous aurez quand même été une fusion avec l'un des partis politiques, d'aller vers nos concitoyens, de leur proposer ce que nous voulons pour ce pays, pour que quelque chose change. Parce qu'il faut se le dire, il est temps quand même que nous évaluions par nous-mêmes ce que nous avons fait depuis 90 pour se dire, comment nous entrevoyons le Bénin dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que nos aînés, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Aujourd'hui, il n'y a pas de bâton magique. Ce qui va falloir peut-être s'allier, c'est l'arrivée du président Talon qui a donné un autre visage à la politique dans notre pays. Ça, il faut le dire. Il y a eu beaucoup d'audace, il y a beaucoup de tests, de dispositions, de réformes. Il y a eu beaucoup de choses qui, quand même, continuent peut-être de surprendre les Béninois. Mais nous sommes dedans sur un choix. Nous avons choisi la démocratie. Il va falloir y aller. Oui, Madame Latifa. Oui, vous ne pensez pas qu'une fusion avec l'une des formations politiques aurait été plus judicieuse pour le parti? Pourquoi ne pas avoir fait comme le parti RN qui a quand même été beaucoup plus stratégique en faisant une fusion avec le parti UPR? Moi, le Bénin n'est pas sur ce point-là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons les élections législatives et je souhaite que nous faisons l'analyse et les débats sur le fait. Moi, le Bénin a choisi aller aux élections, ne pas faire une fusion avec un parti politique. Aller aux élections pour perdre une fois de plus. Oui. Alors, vous êtes quand même... Je vous entends de moins en moins. Vous êtes quand même... Je vous entends de moins en moins. Mais moi, je vous reçois pourtant. Vous me recevez? Oui, allez-y. Vous êtes un ténor incontesté du parti Moël Bénin dans la 19e circonscription électorale. Et là, vous êtes absent à cette compétition, parlant bien des législatives de 2026. Pourquoi vous n'êtes pas positionné sur la liste? On a comme impression que vous ne voulez pas servir de cobaye dans cette joute. Non, pas du tout. Vous pouvez être rassuré. Vous savez, dans la 19e circonscription électorale, vous pouvez compter une centaine de moyens capables de porter l'étendard de notre parti politique. Il fallait faire un choix, non seulement un choix raisonné, il faut optimiser, il faut... on peut pas prendre tout le monde. Vous savez bien que pour la 19e circonscription électorale, c'est 12 personnes. C'est 12 personnes, on ne va pas s'amuser à mettre tout le monde sur la liste. Et quand on est responsable, il faut savoir donner le bon exemple. C'est un peu ça. Mais nous avons choisi des hommes et des femmes capables
d'aller sur le terrain politique et de faire le combat politique avec les 4 autres partis politiques. Voilà. Jidas Agboton, la contrainte électorale s'impose à tous les partis politiques et les enjeux restent de taille, surtout dans les circonscriptions où sont positionnés les démissionnaires du parti, les démocrates et même les grands ténors politiques qui ont été remplacés par des jeunes. Je voudrais rapidement dire, avant de revenir sur votre question, que quand on dit que la loi s'impose à tous, je voudrais que les panélistes ici reconnaissent avec moi que ce n'est pas une formule magique. Hein. Quand on dit que la loi s'impose à tous, c'est que les règles de droit doivent pouvoir refléter le désir, le vouloir et les réalités du corps social à un moment donné. Donc c'est cela. Et c'est pour ça que justement, dans notre démocratie là, on ne fait que mettre le doigt sur le lien entre la représentativité et puis pour les réalités à la base. Donc un dictateur aussi dans un pays de dictature, vous avez le dictateur qui prend des lois qui s'imposent mais qui ne sont pas forcément acceptées donc à la base. Mais là, c'est qu'il y a un biais, vous convenez vraiment avec moi que le biais existe et qu'il faut forcément à des moments donnés ou sinon à toutes les fois attirer l'attention des décideurs là-dessus. Parce que ce que nous voulons, c'est de faire en sorte qu'au-delà de tout ce qu'on dit là, vous parlez de dictateur, ce n'est pas le chef de l'État parce que c'est alors qui vote les lois à l'Assemblée. Et il n'est pas un dictateur, nous ne sommes pas dans un régime. Non, c'est d'abord juste une mise au point. Bon, la seconde, c'est que ce dont on parle ici, c'est des règles pour avoir du siège à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas des règles pour l'ancrage d'un parti politique à la base. Parce que le système partisan aujourd'hui, là, tel qu'on l'a dit avec même l'achat des partis, tout ça là, de 2019 à aujourd'hui, je crois qu'on a déjà plus d'une dizaine de partis politiques qui ont été formés. Hein. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tenant compte des tests, on a plus de 20 de partis politiques au Bénin. Et c'est 5 qui ont pu être retenus. Pourquoi? Et les règles, ce dont on parle ici, ce n'est pas les règles qui vont aider, qui vont amener un parti politique à avoir l'ancrage. Donc, c'est les règles pour pouvoir se faire représenter, donc pour avoir du siège à l'Assemblée nationale. Parce que de 2020 à aujourd'hui, nous avons eu pratiquement près d'une vingtaine de partis politiques qui ont été formés et qui sont là aujourd'hui. Mais sur le nom des partis politiques, plus de vingtaine que nous avons au Bénin, il n'y a que 5 là maintenant qui vont compétir pour les élections législatives. Pourquoi 5 sur 20? Parce que déjà à l'entrée, donc pour pouvoir entrer dans la compétition, il y a des règles qui éliminent. Donc des règles qui ne permettent pas, qui ne permettent plus à tout le monde maintenant, peut-être à tous les partis politiques, donc de voir. Donc c'est déjà un problème pour bon niveau. Donc, maintenant, le second niveau, c'est ce qu'on est en train de dire, avec les résultats, pouvoir se faire, pouvoir maintenant enlever des sièges. Donc c'est cela. La loi n'a jamais... C'est quand même le résultat de la réforme du système partisan, Jidas Agboton. Qui vous permet d'avoir un ancrage, c'est la lisibilité de votre vision, comme elle le disait tout à l'heure, M. Avansou. C'est quelle est l'idéologie que vous partagez, quels sont les problèmes des populations, comment est-ce que vous les réglez avec eux et autres. Dites-moi quel est le parti politique aujourd'hui qui anime réellement, même quand ils ont eu pour le financement des publics là, dans nos communautés. Donc c'est de cela qu'il est question. La transparence, votre proximité avec les populations, c'est de ça qu'il est question. C'est ça qui fait adhérer les populations donc en masse à votre vision, à votre parti politique et qui vous permet réellement d'avoir cet ancrage-là. Et ce n'est pas le vote pour les élections qui montrent qu'un parti a un ancrage. Là aussi, il y a un biais. Parce qu'on sait comment est-ce que ça se passe. Donc, il faut faire la clarification de ces choses-là. Parce que c'est le défaut de clarification de ces choses-là qui nous amène et que les gens disent tout ce qu'ils veulent et racontent. Non, c'est pas ça. Il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est très important. Et c'est ce que peut-être la science peut nous apporter. Lorsque on sort un peu de notre bulle là, de notre réalité ici au Bénin, de tout ce qu'on se dit et autres là. Les gens ne peuvent pas vous dire qu'il n'y a que 2 partis politiques aux États-Unis. Or, il y a plus de 300 partis politiques aux États-Unis. Donc ça, c'est la réalité. Il faut qu'ils nous connaissent. Donc c'est ça. Maintenant, quand on est là, face à cette réalité, c'est ça. Vous voyez un parti comme MUL et Bénin, qui a pris une ligne pour dire que nous sommes un parti jeune. Il aurait pu avoir des aménagements dans la loi pour permettre, par exemple, à cette catégorie de Béninois de se faire représenter à l'Assemblée nationale. Mais on aurait pu leur permettre de se faire représenter à l'Assemblée nationale. Mais en l'état aujourd'hui, c'est que je dis très fort que malgré tout le travail que MUL et Bénin fait, qu'ils arriveront peut-être à avoir des députés
à l'Assemblée. Ne doutez pas de Judas Agboton, il a bien dit qu'ils travaillent, qu'ils sont à présent prêts pour relever des sièges à l'Assemblée nationale. Mais où se trouve quand même le problème si pendant que d'autres partis se mettent en accord pour pouvoir participer à cette élection et réduire le risque d'élimination, où se trouve le problème si d'autres décident d'aller toutes seules? Ils ont pris cette initiative, Judas Agboton. Oui, je suis d'accord. Je comprends que Mouel ait pris la décision d'aller aux élections, de ne pas aller se dissoudre dans un parti politique. C'est normal. Ça, c'est ce que les membres de ce parti politique, ils ont décidé en leur sein. Eux, ils ont cette autonomie-là de décider de comment est-ce qu'ils veulent conduire leur parti politique, leur formation politique. Mais maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est quand même des jeunes aujourd'hui de tout le pays qui se retrouvent dans cette formation politique-là. Mais en l'état de ce que nous avons comme loi, comme on le dit là, qui s'impose à tout le monde, est-ce que ça permet à ces jeunes-là qui voudraient bien aussi avoir un petit espace dans le grand espace civique? Parce qu'il faut le dire, ce dont nous pensons, au-delà de l'espace politique, dans le grand espace civique, et se faire entendre, faire partager également leur vision de comment le Bénin peut être dirigé. Mais en l'état actuellement des lois que nous avons, moi je doute. Ça c'est moi, Judas Agboton qui le dit. Maintenant, je souhaite vivement que Mouel arrive à contrôler ou à surpasser ces contraintes-là et vraiment se faire représenter à l'Assemblée nationale. Dans Merci. ma logique, vous convenez avec moi que ce soit vraiment regrettable. Donc c'est ce que je suis en train de partager avec vous. Oui, Fidèle Sénan Vodounon. Je suis là, oui, je vous suis. Fidèle Sénan Vodounon, pensez-vous quand même que les positionnements sur les listes sont assez stratégiques pour ces partis politiques de franchir la barre imposée? On ne va pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Il y avait un acteur politique sur ce plateau, la personne de monsieur Awansou, et vous avez vu qu'il n'a pas été si péremptoire sur la question. Donc, et c'est là où moi j'ai du mal pour les acteurs politiques qui semblent trop sûrs d'eux-mêmes dans un environnement politique comme celui du Bénin, où notre électorat peut aller d'une extrême à une autre en quelques minutes seulement, au gré de l'actualité, au gré des contingences. Donc, moi, je pense que les positionnements aujourd'hui ne sont pas si déterminants que ça. Et je vais vous dire pourquoi. Et ça rejoint un peu ce que je disais déjà par rapport à ce qui a bien pu orienter le choix de la réforme du système partisan à la sauce béninoise, parce que ce que l'on dit pas assez quand on fait ces analyses, c'est de ne pas reconnaître que nous avons besoin aussi de tropicaliser les options que nous faisons au-delà des idéologies politiques, au-delà des paradigmes importés. Nous avons besoin d'adapter ces réalités-là à notre vie de tous les jours, à notre sociologie. C'est très important. Alors aujourd'hui, nous sommes en face de formations politiques plus fortes, même si des choses restent à être améliorées, même si des choses restent à être corrigées, pour donner véritablement aux partis politiques toute leur puissance, comme cela semble transparaître dans la réforme du système partisan. Alors, les alignements sur les listes de candidatures, les positionnements, en réalité, ne sont pas particulièrement déterminants. Tout simplement parce que, dorénavant, c'est le parti qui prime sur l'individu. Vous imaginez par exemple, je prends un exemple sur lequel l'acteur a encore la possibilité de se défendre en direct ici. Oui. Vous prenez monsieur Serge Awansou, qu'on connaît, que moi j'ai eu à côtoyer au ministère du Commerce, qui a fait quand même ses preuves depuis plus de 10 ans déjà sur l'échiquier politique, ne serait-ce que local, à Porto-Novo, dans la 19e circonscription électorale aujourd'hui, qui n'est pas dans les starting blocks. Vous voyez, tout de suite, ça choque quand même. Et au-delà de ce que moi j'estime être le discours politique qui nous tient là, il y a quand même l'homme, c'est un homme quand même, mais des sentiments délicats, ce n'est pas facile à encaisser. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas du tout facile à encaisser.
Mais il y a que c'est le parti qui a décidé, c'est le parti qui décide. Et ce n'est pas comme hier, quand je dis hier, c'est pas hier mardi, donc ce n'est pas comme hier où, eh bien, monsieur Serge pouvait se fâcher pour dire, ah, si c'est ça, donc, je vais partir seul aux élections, ou bien demain créer mon parti. Vous voyez, c'est les problèmes du genre que règle la réforme du système partisan. Non pas parce que c'est parfait, non pas parce que c'est du tout bon, mais parce que nous sommes dans une forme d'apprentissage. Et cet apprentissage-là ne peut pas s'accommoder de tous nos déshydratats ici et maintenant. Il y a forcément des sacrifices à consentir. Et ceux qui ont choisi de marcher et de faire leur cheminement au sein des formations politiques doivent pouvoir justement assimiler la chose comme telle. Donc c'est vous dire que ce n'est plus la volonté et uniquement la volonté de l'individu aujourd'hui qui détermine l'orientation stratégique de la formation politique. C'est forcément au gré des opportunités, au gré de la réalité, au gré d'autres critères peut-être que nous n'appréhendons pas. On a déjà vu une formation politique ici et relevé des critères rendus publics, qui a rendu public des critères, mais qui finalement n'en a véritablement pas tenu compte. Vous suivez mon regard. Alors, nous supposons qu'il y a un certain nombre de critères qui permettent aux partis de monter et d'achalander donc les listes de candidatures. Mais ça reste quand même la discrétion du parti et l'individu n'a pas forcément la force qu'il avait il y a quelques années en arrière de se raviser et de prendre position et ainsi de suite. Non, ça aussi ça fait partie des avantages quoique amers de la réforme du système partisan. Donc pour moi, les positionnements aujourd'hui sont très négligeables dans l'analyse justement des opportunités de la stratégie que ce que le parti décide, même si, reconnaissons-le, c'est quand même des hommes qui décident au sein justement de ces partis politiques. Et ce qui ne vous a pas échappé non plus, je finirai par là, qu'il y a eu quand même de ces positionnements plus ou moins insolites, où on attendait par exemple déjà dans la 15e circonscription électorale et qui se sont retrouvés peut-être je sais pas, dans la 8e, ou des gens de la 8e circonscription électorale qui se sont retrouvés dans la 19e. C'est vous montrer justement que voilà, ça donne aussi une certaine marge de manœuvre au parti face à certaines difficultés de choix. Et étant donné que ce n'est pas l'individu qui décide, le parti peut toujours justifier ses choix. Alors Serge, nous pour Awansou, que dites-vous sur la question? Je voudrais dire merci dans un premier temps à mon ami Agoton, oui, sur sa préoccupation. C'est vrai, moi, Bénin n'allait pas cracher sur ça. Et c'est le lieu de le dire de façon sincère. C'est le lieu de le dire de façon sincère. Nous, et personnellement, Serge Awansou que je suis, je souhaite que nous commencions, si ça ne doit pas peut-être changer, faire une part maintenant à la jeunesse. Parce que nous tous, nous disons que nous travaillons pour la jeunesse, c'est bien ça. Quand vous allez dans les sièges de partis politiques, regardez un peu tout ce qui est écrit. Ils travaillent pour la jeunesse, ils travaillent pour les femmes. Et si vous prenez les listes aujourd'hui, vous allez voir réellement le nombre de jeunes qui ont été pas seulement positionnés, bien positionnés. Donc, si nous pouvons arriver à travailler à ce que, par exemple, 50% des parlementaires soient des jeunes d'un certain âge, ce serait très intéressant. Ce serait intéressant pour le pays. Parce que c'est de la relève qu'il s'agit. Il est nécessaire de travailler à ça. J'espère que nos amis de l'Assemblée nationale vont se pencher sur ces questions-là pour les 7 années à venir. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais dire merci à M. Vaudoulon pour l'analyse qu'il a eu apportée tout à l'heure sur les positionnements. Ça ne devrait pas être grand-chose. Ça ne devrait pas être grand-chose parce que, effectivement, c'est les partis politiques. Ce n'est pas les individus. Et puis, chaque fois, quand vous faites des actions sur les individus, l'individu étant passager, ça s'écoule très rapidement. Et donc, nous, je pense qu'il faut continuer à travailler sur les partis politiques. Ce n'est pas que c'est facile, hein, ça, il faut le dire, je ne veux pas être hypocrite. Ce n'est pas du tout facile. Nous y travaillons. Nous, d'abord, à Moël Bénin, on s'est toujours éduqué sur ça. Mais, je vous rappelle encore ici, je vous le dis sincèrement, ça ne se passe pas aussi facilement que l'on ne le pense. Mais, il faut quand même nous apprendre tous les jours à travailler, à mettre au-dessus de tout le monde, disons, le parti politique.
c'est ce qui a été très bien développé par mon ami Fidèle Boudou. Alors, voilà un peu ce que cher je peux débatteur, vous dire sur... Oui, allô? nous n'allons pas pouvoir aborder le deuxième sujet parce que nous n'avons plus vraiment du temps. Alors, Judas Agboton, le code est voté, il n'y a plus de marche arrière à faire. Le tout se joue maintenant avec les positionnements sur les listes électorales. Est-ce assez stratégique pour les partis politiques pour franchir les barres? Oui, forcément, il y a des endroits où les positionnements n'ont pas été faits en tenant compte de ce que le parti veut simplement. On a forcément tenu les produits contre le pouvoir de tel. Sans oublier que quand on parle aussi positionnement... Monsieur Awansou, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Il y a des partis qui, les positionnements ont été faits selon ce que peut-être les staffs des partis ont voulu pour que ce soit. Mais toujours est-il que quand vous observez bien, il y a des zones, il y a des localités données où quoique peut-être on ne veut pas d'un individu, on est forcément obligé de faire avec le compte de son poids et politique. Comment est-ce que vous pouvez parler de politique sans parler du lien, par exemple, que l'individu a avec la base? Et en quoi alors vous parlez, bon, et l'encadre ne se fait pas de façon abstraite, c'est à travers des individus qui sont dans le parti, qui dégagent des valeurs dans lesquelles les gens, auxquelles les gens ils s'identifient. Donc moi, au fait, il y a un problème en termes de, c'est pour ça que je parlais de l'abstrait. C'est pour ça que je parlais de l'abstrait, c'est-à-dire que les éléments qui sont des éléments d'analyse sur lesquels il faut au moins s'entendre pour faire telle analyse, ou bien pour comprendre, ou bien pour appuyer tel là. Il y a un problème qui se pose par rapport à cela. Quand on me dit que oui, que ce que le parti décide, que ça doit s'imposer à tout le monde, tel est déjà donc le fonctionnement démocratique interne à chaque parti politique. Donc, tout le monde, on le dit, autant il y a des problèmes dans les démocrates, autant il y a des problèmes aussi dans les autres partis. Et c'est normal qu'il y ait des problèmes là où les gens se retrouvent. Mais ce qui doit quand même nous permettre de dire que nous avançons, que nous sommes en train de faire les choses telles que ça doit normalement pouvoir se faire, c'est le minimum de règles qui soient donc des règles, des normes auxquelles tout le monde sur lesquelles on s'accorde pour dire, mais tout au moins, oui, nous sommes d'accord que c'est de cette façon qu'on pourra avancer, même si au niveau de chaque individu, alors il y a telle ou telle chose qu'il aurait voulu qu'il soit. Donc, les positionnements ont été faits. Moi, je voudrais bien croire que ça a été fait réellement en tenant compte de ce que la base a voulu et de la qualité des hommes et de ces femmes-là qui se retrouvent sur ces là. Mais de toute façon, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une compétition où également on se dit qu'il n'y a pas de grand enjeu. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de grand enjeu, et qu'on sait déjà plus ou moins, parce que quelqu'un l'a dit aussi dit, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'enjeu avec la législative? On sait qui sera président de la République. Donc, on sait déjà à l'avant, vous le savez, on sait qui sont ceux qui sont députés à l'Assemblée nationale. Lorsque vous le savez, il n'y a pas enjeu. Donc, lorsqu'il n'y a pas enjeu, ceux qui se retrouvent à décider peuvent le faire, que ce soit, est-ce que telle entité au sein du parti veut ou pas, ça s'imposera à eux, parce que c'est eux qui sont les puissants de leur, dans ce parti politique-là. Je ne suis pas sûr. Je suis sûr que les démocrates seront contre vous quand vous dites qu'il n'y a pas d'enjeu pour ces législatives. Il a encore coupé son micro et nous n'avons vraiment plus assez de temps. Nous avons même dépassé le temps qui nous est reparti. Alors, chers amis internautes, j'ai le devoir de mettre fin à ce débat parce que nous n'avons plus vraiment de temps. C'est terminé. Merci donc d'avoir pris part. Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ainsi nous clôturons ce numéro qu'on aimerait bien continuer pour vous, mais nous n'avons plus assez de temps. Nous n'avons plus du temps d'ailleurs. C'était donc nos chers débatteurs, Judas Agboton, politologue, Fidèle Sénan Vaudounan, qui était donc au rendez-vous, directeur de publication du quotidien L'Express, et Serge Nukpo Awansou, acteur politique, membre du parti Mouel Bénin, et l'un des porte-parole de cette formation. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, pourquoi pas, demain avec le second sujet.
messieurs, l'échec n'est qu'une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Et c'est avec cette citation d'Henry Ford que je vous remercie d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à prendre demain pour un autre numéro. Merci et portez-vous bien.